commencer par notre consultante qui est une spécialiste de l'accompagnement des entreprises vers ou dans le télétravail. Prenez les micros, il doit y en avoir assez. Johan, bienvenue. Tenez Gérard Reud, si vous me permettez. Et je vais vous équiper un petit peu plus. Madame Turbet-Suetens, vous êtes issue de la science des organisations. C'est votre filière, disons, universitaire. Vous avez créé au milieu des années 90 un cabinet qui aujourd'hui accompagne les organisations dans la mise en place de l'exportation ou la délocalisation de leurs salariés, c'est cela? C'est un peu le terme vulgaire auquel vous souscrivez. Voilà, forcément. Pas du tout le terme délocalisation, voilà. Je dirais. Mais est-ce que c'est pas ça que ça véhicule d'ailleurs, le fait de plus être près du chef, du siège? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des salariés eux-mêmes une crainte à être à Villers-Cotterêts ou à Senlis, à 30 km de l'entreprise où il se passe près de la machine à café plein de choses? Alors je vais vous dire, quand dans une entreprise, il y a un climat de confiance envers l'organisation et le management, il n'y a rien qui soit redouté par les salariés du fait d'être quelques jours par semaine à Villers-Cotterêts ou à Compiègne ou à Saint-Leu. Ce sont en général beaucoup plus les managers qui sont en peine de ne pas voir leurs salariés parce qu'ils ont établi leur relation de pouvoir à travers le fait de dire, en quelque sorte, ben ça c'est mon équipe, c'est mon aéropage, c'est à moi. Et ils sont très dépourvus lorsqu'ils n'ont pas les personnes sous la main, et j'aime pas du tout cette expression, mais tout simplement parce qu'en général, ils sont les premiers à avoir une très mauvaise maîtrise des usages numériques qui sont nécessaires pour faire du management à distance. Or aujourd'hui, vous avez... Tout va bien? Or aujourd'hui, vous avez des salariés qui sont aussi des citoyens, qui ont en général, à titre personnel, des usages beaucoup plus développés sur le plan numérique que ce qu'ils peuvent utiliser en entreprise. Quel est l'argument qui permet à ce manager de ne pas être inquiet, de ne plus avoir une partie de ses troupes sous la main? Je crois que je vais revenir sur ce que notamment notre sociologue a évoqué hier, c'est qu'il faut expérimenter, ça c'est la clé de voûte pour que ça marche. Il faut apprendre à travailler différemment ensemble. Ce n'est pas un diktat qui tombe, ce n'est pas une règle qui tombe, c'est une co-construction de la nouvelle organisation qui doit se faire entre le manager et son service. Johan Duriot, qu'est-ce que c'est qu'un concierge dans le cadre de cette conférence? Changez-en, là on ira plus vite, hein. Désolé. Un concierge, déjà moi personnellement je suis un peu mal à l'aise puisqu'en fait on parle du télétravail, donc effectivement je pense que des salariés qui ont perdu globalement la moitié de leurs acquis sociaux sur les 10 dernières années, je ne vois pas comment ils vont se mettre au télétravail. Comme je dis souvent, un patron qui met 120, 130, 140% d'objectifs sur ses salariés tous les ans, alors qu'un individu est physiquement composé de 100%, je ne vois pas comment il va avoir envie lui-même d'aller faire du télétravail. Et je crois qu'il faut le dire, je viens de finir un tour de France du télétravail. Je crois que la plupart le savent, le télétravail ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et qu'aujourd'hui on n'a pas du tout, en tout cas moi j'ai pas du tout pris conscience pendant les 2 jours, enfin j'ai pas entendu pendant les 2 jours qu'on me parle du travailler et du vivre autrement. Et que la vraie question, elle est plutôt là. Donc moi, qu'est-ce que je suis concierge? Je suis cette personne bienveillante. Vous savez, les concierges, ceux qu'on ne voit jamais, mais qui sont toujours présents. Quand il y a les enfants à aller chercher à l'école, le concierge va vous récupérer le colis. Eh ben, il est là, vous pouvez lui demander. Les escaliers sont toujours propres, mais vous ne voyez jamais le concierge. Toujours à appeler le dépanneur, etc. Un concierge, c'est ça, mais moi, c'est un concierge dans un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est un 3e lieu. Ceux qui font de l'éducation populaire le connaissent, le tiers-espace. Simplement, un tiers-lieu, c'est un endroit à cheval entre son travail et son domicile, entre l'école et son domicile quand on est étudiant, entre chez soi et l'association quand on a un senior dans un quartier ou autre. Alors voilà, moi je suis juste un peu décalé, j'ai accepté bien sûr de venir à l'invitation. Je pense que c'est important effectivement de parler du travailler et vivre autrement. Maintenant le télétravail ça ne m'intéresse pas, c'est quelque chose de complètement obsolète. En 2010 on nous parlait de 12 millions de télétravailleurs dans les années à venir. Je suis désolé, aujourd'hui je me déplace depuis 2 ans dans toute la France, je me déplace qu'en mode de consommation collaborative. Voilà. Donc je dors chez les fondateurs de ces espaces, je me déplace avec Blablacar, je me déplace comme ça, et ça ne marche pas, voilà, faut le dire. Par contre, il y a des initiatives fabuleuses. J'ai l'occasion d'aller justement, il n'y a pas très longtemps, à l'abri des Morins, par exemple, qui est chez Monsieur Eudes.
Et ben moi, voilà, ça, c'est des vrais espaces où j'ai vu des agriculteurs, où j'ai vu des commerçants, où j'ai vu des élus, et puis ils sont venus coworker. Voilà, ils sont co-fabriqués, la société qu'ils veulent, le travail, à partir de là émergent des choses. Donc je ne serai pas trop long là-dessus. Concierge, c'est simplement quelqu'un qui est bienveillant, et ce n'est pas un métier, c'est une posture. D'accord. Et vous l'exercez où? Alors, en tant que cofondateur du comptoir numérique, qui était le premier tiers-lieu open source en France, d'ailleurs, juste pour la table qu'il y avait avant, merci aux consultants d'arrêter de nous piller. Quand on met Creative Commons en bas de nos présentations, ça ne veut pas dire que vous pouvez les piller et les revendre à 1 000 € la journée. C'est simplement qu'on voudrait que les recettes tournent comme des logiciels libres. Et aujourd'hui, vous avez un taux de progression des tiers-lieux en Europe d'une moyenne de 250%, parce qu'on se partage les recettes. Et on en a marre de voir les consultants, effectivement, vendre ça à 1 000 ou 2 000 € la journée. Et j'ai pas mal d'exemples à citer. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'un tiers-lieu, c'est un processus. Nos élus ne sont pas là pour faire les boutiquiers, ils sont là pour accompagner leur population. Et on accompagne la population avec un processus. Donc un tiers-lieu, ce n'est pas un service. Ça peut devenir un service, mais comme on le dit souvent, apprendre à pêcher, c'est plus important qu'on nous donne du poisson. Donc là, c'est à Saint-Étienne. Il y a quand même une adresse. C'est là où vous êtes basé, hein, ce comptoir? Je suis comptoir numérique à Saint-Étienne, voilà. Mais j'accompagne la région de PACA, j'accompagne la Corse, j'accompagne l'Île-de-France, où il y a notre ami Jérémy Rifkin. Voilà, j'accompagne différents territoires et le modèle, c'est do it yourself, faites-le vous-même. Parce qu'on a très peu entendu parler de l'open source pendant les 2 jours là. C'est quoi que vous suggérez à qui de faire ça soi-même? À tous les citoyens, à tous les entrepreneurs sociaux, les centres sociaux, les pépinières d'entreprise, De les faire élus. quoi eux-mêmes? Le processus des tiers-lieux, là on va travailler et vivre autrement et pas télétravailler qui n'a aucun sens aujourd'hui. D'accord. Gérard Reude, est-ce que vous reconnaissez en tant que vice-président, je crois, d'un conseil général, celui du 77, dans cette révolution proposée par Yoann Durieux? Alors la réponse est dit brutalement comme cela, est évidemment non. Pourquoi? C'est qu'on est, ça fait partie effectivement de l'émergence, et notre ami, d'ailleurs il est venu travailler chez moi, fait partie de cette émergence, mais ce n'est qu'une partie du problème. Certes, le télétravail aujourd'hui, c'est pas développé comme peut-être on aurait pu le penser il y a un certain nombre d'années. Encore que, quand on regarde les vraies statistiques aujourd'hui, beaucoup de gens, d'ores et déjà, font une partie de leur activité en télétravail, à savoir en travail à distance. Et quand on dit que la France est en retard, c'est pas aussi vrai qu'on veut bien le dire si on regarde la vraie réalité des chiffres. Et élu, bien entendu, ce qui m'importe, c'est 2 choses. D'abord, le bien-être de mes concitoyens, c'est eux qui m'ont confié un mandat. Et je peux vous dire que ceux qui font tous les jours 1h30, 2 heures de transport pour aller travailler, non, pour aller 3 heures la journée, pour aller travailler, ceux-là, effectivement, ils attendent. C'est comme chez nous, hein, bien sûr, bien sûr. Ils attendent des solutions pour demain. Et moi, j'aime bien le film. Hein. Tout ça pour allumer un ordinateur. Tout ça, à la fin, pour allumer un ordinateur que je pourrais tout à fait allumer chez moi ou dans un télécentre. Alors, après, je crois que parler de télécentre, le mot n'est pas terrible, mais on n'en a pas trouvé d'autre jusque-là. Et j'emploie plutôt celui-là parce que, pour moi, coworking, ça a quand même une connotation un tout petit peu particulière. Voilà, donc on continue d'appliquer télécentre, sauf que c'est très variable, la notion de télécentre. On parle effectivement de Rebais au fin fond de la Seine-et-Marne. C'est pas tout à fait la même chose qu'un télécentre en milieu urbain au Val d'Europe à côté de Disneyland. Mais pourtant, les gens qui sont aujourd'hui à côté de Disneyland, ils font aussi leur heure et demie de transport pour aller travailler à la Défense. Une petite anecdote, j'étais pour parler des télécentres il y a quelque temps à l'association des maires d'Île-de-France, et il y avait monsieur Santini, dont chacun sait qu'il y a ici les Moulineaux, ça a fleuri les entreprises, hein, ils sont, je crois, à quelque chose comme près de 3 emplois par actif. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'ici les Moulineaux qui est capacité de travailler, ils ont 3 emplois. Ce qui veut dire que c'est, bien entendu, les habitants de l'Oise, sans doute, mais les habitants de Seine-et-Marne, de fin fond des Yvelines, qui vont travailler ici les Moulineaux. Et il me parle, il est très habile, notre ami Santini, pour parler de la révolution numérique. Et je lui ai dit, la révolution numérique, ça sera lorsque les Seine-et-Marnais qui sont obligés de mettre 3 heures pour aller à Issy-les-Moulineaux, eh ben, ils ne travailleront plus à Issy-les-Moulineaux et que tu seras obligé de transformer une partie de tes bureaux en logement social. Parce que la révolution numérique, elle va effectivement jusqu'à une transformation de cette nature. Grand Paris, on est en Île-de-France, c'est assez étonnant d'ailleurs. On va faire des investissements massifs et on est pour sur le Grand Paris Express.
Mais est-ce que ça veut dire que dans notre paradigme, on continue de penser que de toute éternité, on va continuer de transporter la masse salariale pour aller d'un bout à l'autre des territoires? Je pense qu'on a de quoi s'interroger. Donc mon message, c'est que, sur les télécentres, je crois qu'ils seront de nature différente, suivant les populations qu'il y a autour, ils seront de nature différente. Pour certains, on est dans l'aménagement du territoire, c'est le cas à Rebais, parce qu'il n'y aura pas de modèle économique, probablement, qui permettront d'en assumer un équilibre, et donc les collectivités locales auront à intervenir. La contrepartie de cela, c'est qu'on trouvera d'autres natures de services à l'intérieur des télécentres. Et on a vu, par exemple, qu'ils ont pensé, avec les AMAP, que c'est peut-être l'endroit où je vais aller aussi récupérer mes paniers, puis il y a plein d'autres. Je vais être un peu long, mais je vais quand même continuer. Par contre, si je suis, parce que j'ai si je suis à Marne-la-Vallée, c'est de l'immobilier d'entreprise. Et donc, il n'y a aucune raison que la collectivité territoriale paye pour que les salariés d'une entreprise viennent travailler dans des bureaux. Donc ça, il faudra qu'on trouve le modèle économique. Petit message sur le modèle économique, c'est que ça veut dire qu'il va falloir un jour, monsieur le sénateur, qu'on se pose la question de l'impôt économique. Est-il légitime, lorsque quelqu'un télétravaille, que la richesse aille à l'endroit du siège social de l'entreprise? Exemple, je télétravaille, moi, à Torcy, pour une entreprise d'ici les Moulineaux. La valeur, c'est quand même moi qui la crée. Mais par contre, la taxe, elle va ici les Moulineaux. Il va falloir, monsieur le sénateur, transformer cette chose-là, parce que le jour où, dans les villes, dans les collectivités, j'aurai le retour d'une part de la CVAE si je fais un télécentre, croyez-moi, les développements se vont se faire de manière assez rapide. Dernier point. Non, je vous en prie, on va vous réentendre. D'accord, juste qu'on présente Cédric Verpeau, je pense que vous avez envie de le connaître aussi. C'est vrai, alors pas tout le monde en l'occurrence. Vous êtes à la Caisse des dépôts, Cédric Verpeau, responsable d'un pôle qui a été créé il y a quelques années, très rapidement, le pôle ville numérique et durable. Est-ce qu'on connaît la fonction de la CDC dans les nouveaux enjeux d'aménagement des espaces urbains en particulier? Est-ce que des centres de télétravail, dans la définition que vous en donnerez, font partie de ce paysage annoncé d'une ville durable? Oui, c'est annoncé, mais je rejoins ce qui s'est dit sur la table ronde. C'est vrai que ça se développe assez lentement. Le télétravail, c'est un peu comme la domotique, on en parle depuis 10-20 ans, et puis il ne se passe pas grand-chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre les opportunités actuelles, puisque on sait qu'on aura de plus en plus de problèmes de transport. Transports en commun sont saturés et vont le devenir de plus en plus, et le coût des déplacements en voiture individuelle va sûrement pas baisser. Donc c'est quand même une opportunité d'essayer de permettre à ce qu'un certain nombre de salariés, d'indépendants, soient en télétravail. Alors, deux exemples pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, et notamment les entreprises. L'ensemble des études sur le télétravail montrent que quelqu'un qui travaille de chez lui ou dans un espace dédié, on l'appelle télécentre ou autre, c'est en moyenne 15 à 20% de productivité en plus. Ça c'est déjà un point. Le deuxième point, et nous on est en train de travailler, on est en train de faire une étude un peu pour identifier ce qu'on appelle les externalités positives du télétravail. Un deuxième exemple parmi beaucoup d'autres externalités, la moitié des accidents du travail, la moitié, intervient sur le temps de trajet domicile-bureau. Donc si on réduit un certain pourcentage ce temps de trajet, ou si on l'efface un certain nombre de jours, mécaniquement, on va réduire aussi le nombre d'accidents du travail. J'aurais pu citer le nombre d'arrêts maladie aussi. On a constaté que les taux d'absentéisme baissaient avec le télétravail. Donc on est tous convaincus que c'est quelque chose de positif, mais que ça se développe assez lentement. Une des raisons pour lesquelles ça se développe assez lentement, on a parlé la table ronde avant des résistances de management, et c'est souvent le top management est souvent d'accord pour passer au télétravail, mais c'est le management de proximité qui bloque un peu. Une des limites aussi, c'est le fait que le télétravail à domicile a certaines limites. Il
faut avoir les conditions informatiques, il faut avoir la place pour télétravailler. Quand on est en Île-de-France, avoir un espace dédié pour télétravailler, c'est pas facile. Il y a des conditions d'hygiène et de sécurité que demande l'entreprise, etc. D'où le besoin de développer des lieux, que ce soit des espaces de coworking dans lesquels on peut venir télétravailler, mais on peut aussi venir faire d'autres choses, que ce soit des télécentres qui soient des espaces très spécialisés sur le télétravail. Il faut développer ces lieux, et ils se développent très lentement. Donc nous, Caisse des dépôts, on essaye de favoriser le développement de ces lieux. On a une action en ce moment en Île-de-France avec un certain nombre de collectivités, le conseil régional, on travaille aussi de manière coordonnée avec les conseils généraux et notamment celui du 77 pour faire émerger ces espaces. Et derrière ces espaces, c'est la question aussi du modèle économique de ces espaces. Et c'est là qu'intervient aussi le rôle des collectivités. Est-ce qu'on en fait des espaces ? Il y aura certains espaces qui seront subventionnés et qui vivront de cette manière, subventionnés par le conseil général, la mairie, le conseil régional. Et puis si on veut vraiment voir un nombre suffisant de places en Île-de-France et dans les autres départements éclore, il faut qu'il y ait un modèle économique et donc il faut qu'il y ait une analyse, et c'est les questions qu'on se posait à la table ronde avant. En zone rurale, je ne vais pas construire un espace de 5000 m² en espérant qu'il se remplisse. En zone urbaine, je peux avoir peut-être un espace un peu plus grand qui va remplir cet espace. Et dernier point, on n'en a pas du tout parlé, mais à mon avis c'est aussi un levier extraordinaire, c'est la fonction publique. C'est la fonction publique. Alors, je suis mal placé parce qu'on va me retourner la question. Et la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts. Bon, on va y aller avec les autres, mais la fonction publique a un réservoir énorme de télétravailleurs. Donc il faut aussi travailler dans ce sens-là. Yoann Duriot, Nicole, réaction. Je voulais juste et après Gérard Reude. Nous, on ne nous a pas proposé d'être Madame Fleur-Pellerin. Mais je crois qu'une des premières choses par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, c'est de lui suggérer d'aller discuter avec son homologue de la fonction publique. Yoann Duriot. Moi, je vais juste réagir parce que c'est... On a un micro, la régie, là, oui. Sur les modèles économiques, puisqu'effectivement, après avoir pollinisé partout en France la notion des tiers-lieux open source, et je suis assez content puisque maintenant ça se développe bien, même si effectivement on se fait piller, que ma société coopérative en subit les conséquences. Moi, ce que je veux dire, c'est de quelle économie parlons-nous en fait? Est-ce que quand vous dites il va falloir financer, est-ce que c'est effectivement, comme vous avez financé avec les 11 millions d'euros, les premiers télécentres qui sont devenus effectivement un échec? Est-ce que c'est les cyberbases des espaces publics numériques qui se vident? D'ailleurs, il y en a une ici à Compiègne, je ne les ai pas vues dans la salle. Est-ce que c'est ça l'argent public, se dire voilà, ça coûte 1 million, 2 millions, ou est-ce que c'est passer à une économie collaborative, une économie de la fonctionnalité, une économie du partage, qui effectivement, vous la voyez sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui, par exemple, si moi je viens dans un espace de coworking au comptoir numérique, j'ai pas besoin d'aller acheter un baudrier parce qu'il y a une via ferrata qui est derrière et que j'ai envie de le faire après le boulot. Dans la communauté des coworkers, on se prête une longe, on va se prêter un canapé, on va se prêter la voiture ou se la louer. Ça va permettre à un étudiant effectivement de payer un peu son essence en contrepartie. Donc c'est un changement de l'économie qui s'est fait. Alors je ne m'appelle pas Jérémy Rifkin, je suis très fier que Jérémy Rifkin lui aussi nous ait pillé pour écrire son super bouquin. Je dis nous, là on est une communauté effectivement, nous sommes un certain nombre partout dans le monde à partager, l'économie du partage. Et donc aujourd'hui, moi je me pose vraiment la question à chaque fois que j'entends ça, c'est pas des millions d'euros qu'on veut vous mettre, que vous mettiez en face. De toute façon, vous les avez plus, elles sont parties dans les banques. Il y avait une émission sur France 3 hier soir qui en parlait très bien. Vous les avez plus, cet argent. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement en bas de chez les gens, comment on fait pour que des papiers, des mamies arrêtent d'aller dans le mouroir que sont les maisons de retraite, où ils vont payer 2000, 2500 euros par mois, alors qu'en fait, ils peuvent descendre en bas, et ça se fait au comptoir numérique, parce qu'il y a un petit atelier numérique le matin. Et bien l'après-midi, viennent servir le thé à des coworkers qui sont des télétravailleurs. Si ça, on devait le payer, ça nous coûterait 60 euros de l'heure. Le soir, lorsqu'il y a quelqu'un qui a cassé quelque chose sur sa voiture, on a quelqu'un du Papy Camp, parce qu'il a bénéficié d'un atelier gratuit par un coworker dans la matinée, et ben, qui va venir l'aider. Aujourd'hui, c'est 80 euros la main-d'œuvre pour réparer sa voiture. De quelle économie parlons-nous ? L'économie telle qu'on la connaît, elle est morte, elle est pliée. Même les gens du CAC 40 se font former à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, regardons l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, sinon on va tous en crever. Et je voulais juste dire une chose. On a inventé, vous irez voir sur Wikipédia, parce que c'est ça un tiers-lieu. C'est une école mutuelle.
inventé par les Français en 1747, repris par les Anglais en 1795. Qu'est-ce qui s'est passé en 1747, entre 1747 et 1995? Je crois que vous avez tous une petite idée. Donc je veux bien continuer à dormir tranquille. Nous, on a des gens qui se retrouvent au chômage toutes les semaines, des gens dans le social, des gens dans le web, des gens dans le journalisme. Ces gens-là, ils sont en train de perdre leur emploi. Et heureusement qu'ils ont des tiers-lieux et pas des télécentres. Je dirais même pas des espaces de coworking qui ont tendance à devenir communautaires. Moi, je suis vraiment venu juste pour ça. Je l'avais mis sur le flux Twitter du printemps numérique. Je veux qu'on place l'humain au cœur de tout ça. Et je suis un entrepreneur de l'économie sociale, et solidaire. Et on entend très bien Et c'est hyper important de mettre ça au cœur du débat. C'est bien des gens comme ça qui font un peu bouger les lignes. Gérard Reux de Réaction. Oui. Et puis après, on ira vers le projet institutionnel du Conseil général de Télécentre d'ici fin 2013. Oui, c'est bien. Par contre, je ne peux évidemment pas laisser dire que l'élu que je suis n'aurait pas au cœur, à la base même de sa préoccupation, l'humain et les citoyens. C'est bien pour ça que je suis élu, que je me suis engagé. Et donc, je n'ai évidemment pas de soucis sur les utopies ou des signaux, ce que j'appelle moi des signaux faibles. Mais laissons-les dans leur valeur, laissons-les à la place qu'elles ont. On travaille ensemble. Cela étant, il nous arrive de travailler ensemble. Cela étant, j'ai évidemment un projet qui me paraît mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui, avant que peut-être le monde change comme le souhaite notre ami concierge dans le futur. Alors, je voulais simplement, pour revenir quand même sur là, du coup, des questions, 2 ou 3 points qui me semblent essentiels. Un, les transformations de l'économie. Si on reparle sur l'économie, tout à l'heure, je pense que l'intervention excellente qu'on a eue de Gilles a montré qu'il y avait des transformations lourdes. Je pense qu'il y a une transformation lourde qui est qu'avec le numérique, et c'est le numérique qui le permet, un certain nombre de biens que l'on considérait en propre, que l'on devait avoir en propre, vont se payer à l'usage. On a parlé du cloud. Je n'ai plus en propre mes ressources, la capacité de les stocker, elles sont mutualisées. Le logiciel, idem, j'ai plus besoin d'avoir en propre mon logiciel, mais mon logiciel devient un service que je paye à l'usage. Vélib, j'ai pas besoin d'avoir un vélo à moi, j'utilise le vélo quand j'en ai besoin. L'auto, la voiture, on voit qu'il y a une tendance lourde qui consiste aussi à ce que demain, j'ai pas besoin d'avoir en propre une voiture qui dort 90% du temps dans son garage ou sur la voie publique. Il suffit que je puisse en utiliser une quand j'en ai besoin, et le numérique permet cela. Et là, sur vous rejoignez Durieux. Je le rejoins, j'essaie de l'organiser dans une vision économique et une vision économique de marché. On est dans une vision économique de marché, je pense que, du moins en zone urbaine, tout cela n'a de sens que si les télécentres trouvent leur marché, à savoir que c'est une transformation de l'immobilier d'entreprise vers le bureau en termes d'usage, c'est-à-dire que je vais payer l'utilisation d'un bureau à l'usage. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 60% les locaux, quand une entreprise a des locaux, ces bureaux sont libres entre 40 et 50% du temps sur la journée ouvrée, parce que les gens sont ici ou là. Donc on voit bien qu'il y a derrière une vraie question, et je rejoins la question de la ville durable, parce que du mètre carré non utilisé, c'est du mètre carré qui a coûté en termes de développement durable, qui a une empreinte écologique tout à fait importante. Donc premier élément, on est dans quelque chose qui est bien lié au numérique, qui est que on va payer à l'usage et non plus à la propriété, et les bureaux n'échapperont pas à cette question-là. Deuxième élément, et qui est lié aussi au numérique, c'est la nature même des entreprises. Il y a dans le modèle pré-numérique, les entreprises avaient besoin d'acquérir en interne toutes les compétences dont elles avaient besoin. De plus en plus, par le numérique, elles peuvent contractualiser et aller chercher les compétences au moment où elles en ont besoin. Et ça produit, et c'est très clair aux États-Unis et sur la côte ouest en particulier, ça produit le fait qu'on va travailler de plus en plus, et les jeunes, ça correspond bien à ce qu'ils souhaitent, vont travailler de plus en plus en freelance et travailleront pour les entreprises qui en ont besoin au moment où celles-ci en ont besoin par des contrats que Internet rend de manière très facile. Et je crois que ça correspond bien aussi, c'est un vrai changement de fond, de la nature même de l'organisation des entreprises, mais aussi du rapport des citoyens à l'entreprise, puisque lorsqu'on est sous la forme d'un contrat, on n'est plus sous la forme d'une subordination à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle je perds finalement mes droits. Donc je pense qu'il y a vraiment des tendances de fond qui font qu'on va aller vers ces questions-là, vers ces questions de télécentre. Pour ça, il faut que ça soit maillé. Aujourd'hui, ce qu'on a comme problème, c'est un problème d'offre. On n'a pas d'offre, donc il faut arriver à passer à l'offre.
Sauf qu'on est dans un problème où il faut un réseau. Et c'est très difficile. C'est là où on a un petit souci. Pourquoi? C'est que je prends une entreprise, on en a interrogé beaucoup avant de faire Initiative Télécentre 77. Je donne juste le pitch de Télécentre. D'ici la fin de l'année, dans votre département de Seine-et-Marne, 16 ou 17 Alors, on a 16 ou 17 projets avec des degrés de maturation différents, des choses qui sont différentes. On a des télécentres de l'ordre de 1000 m² à Fontainebleau, un peu plus de 1000 m² sur le Val d'Europe, et puis aussi des télécentres de quelques 100 ou 200 m² dans les zones rurales. Et vous travaillez en interdépartement, il y a un projet sur l'aéroport de Roissy, je présume. Alors on a un projet sur l'aéroport de Roissy, parce qu'on avait ouais. une pépinière, mais ça, bon, tout ça, je pense que dans la transformation, il faudra aussi se poser la question de la transformation des pépinières. Aujourd'hui, un créateur d'entreprise, on commence par l'incuber, ensuite on le met dans une pouponnière, ensuite dans une pépinière, ensuite dans un hôtel d'entreprise, et puis à chaque fois il ne peut rester qu'une période limitée, et pour passer d'un mur à l'autre, enfin c'est terrible. Ouais, c'est pas aussi sévère, hein. Parfois on peut... Oui, en plus on respecte même plus les règles qu'on se donne. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment les télécentres sont des endroits fabuleux pour intégrer tout cela, parce que finalement un créateur d'entreprise, une start-up, surtout dans le numérique, il a les mêmes, qu'il ait 1 an, 2 ans ou 3 ans d'existence, il a souvent les mêmes types de problèmes que les autres. Donc juste dernier point, parce que ce qui est intéressant sur l'initiative qu'on a prise, c'est qu'on n'est pas parti du haut vers le bas. On ne s'est pas dit le Conseil général va dégager un budget de quelques millions d'euros pour aller faire des télécentres. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? D'abord parce qu'il n'y a plus de sous, c'est vrai, et que les conseils généraux vont avoir un peu de mal quand même sur leur budget. Bon, c'est une réalité. Le RSA explose, la PCH, la PAV. Mais ce n'est pas le problème. Cela étant, même si on l'avait fait, je pense que ça ne marcherait pas. Parce qu'aujourd'hui, le modèle, il n'est pas, à mon avis, du haut de dire on va créer des télécentres. Le modèle, il est effectivement que les initiatives locales puissent se développer à une seule condition, qu'elles se mettent en réseau et qu'on maille ces télécentres et qu'on sache aussi mutualiser l'ensemble de ce que l'on fait. C'est la raison pour laquelle on a créé donc cette initiative. Il faut un peu de moyens quand même, et là le Conseil général met la main à la poche de manière évidente, mais le Conseil général du Seine-et-Marne est très engagé sur le numérique, à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur les usages, parce que ça ne servirait à rien d'avoir de beaux autoroutes de l'information s'il n'y a personne qui passe dessus. Voilà. Et ce qu'on appelle, hein, donc aujourd'hui, c'est effectivement qu'on puisse travailler en commun avec les autres départements. On travaille déjà avec l'Alsace. Et l'Oise, on a quelques contacts, et moi j'appelle, puisqu'il y a des projets, à ce que peut-être vous vous inspiriez, vous regardiez ce qu'on a fait, et puis que demain on puisse fédérer à l'échelon au moins du bassin parisien. Alors c'est vrai qu'on a mis Île-de-France dans notre brochure, mais ma volonté à moi, elle est bien évidemment à minima bassin parisien. Nicole Turbet, un entrepreneur aujourd'hui qui trouve que ses salariés pourraient gagner en productivité, certains d'entre eux en restant chez eux. Il veut leur éviter quelques trafics et embouteillages quotidiens. À quoi il doit être vigilant quand vous l'accompagnez? Sur quoi vous aimez insister pour que ce nouveau dispositif de ressources humaines se mette en place? C'est quoi la clé? C'est une radiographie de qui a droit, c'est une radiographie aussi psychologique parce qu'il y a des salariés qui ne sauront pas travailler chez eux, c'est une question de financement, c'est-à-dire que si on a 20 mètres carrés chez soi consacrés à son employeur, ce soit payé comme un loyer par l'entreprise, c'est des détails ou des philosophies? Alors d'abord, bien entendu, on commence en général par une cartographie des métiers pour savoir quels sont les métiers qui s'y prêtent et quel pourcentage des métiers s'y prêtent, ce qui permet de déterminer finalement le nombre de jours, l'équivalent de nombre de jours par semaine qui est potentiellement télétravaillable. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la loi le précise bien, et c'était déjà le cas au moment de l'ANI, le télétravail ne se fait que sur la base du volontariat. Donc je ne peux pas imposer, moi en tant qu'employeur, le télétravail à quelqu'un. Or, a priori, si je suis volontaire, je regrette, quand je suis volontaire pour quelque chose, c'est que j'y trouve un intérêt. Si j'y trouve un intérêt, en général, c'est très souvent, à 95% des cas, lié aux questions de trajet. Et je dirais là, on a vraiment une réflexion fondamentale à mener dans ce département, vu les milliers de personnes qui font de la, excusez-moi le terme, de la transhumance humaine tous les jours dans des conditions qui sont quand même assez épouvantables, alors qu'on a un territoire qui permettrait de garder les personnes sur place et de faire du développement local au passage.
Donc Donc, cartographie, des cartographie, métiers, volontariat, et volontariat. j'allais dire double volontariat, puisqu'il faut bien entendu que le manager l'accepte. modélisation économique, parce qu'on entend qu'en face d'absence, on met des retours sur investissement. Et alors, après, il y aura un effet de masse. Et c'est là, justement, où le phénomène émergent des télécentres ou tiers-lieux, ou appelons-les comme on veut, prendra toute sa dimension. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le phénomène de masse, et j'allais dire le phénomène de masse officiel, contractualisé. Contrairement, mais je vais pas m'appesantir là-dessus parce que Xavier va en parler après, la France n'est pas en retard en matière de télétravail. La France est tout à fait dans la moyenne normale européenne, à ceci près qu'elle fait ce que moi j'appelle depuis très longtemps maintenant du télétravail gris, c'est-à-dire, excusez-moi, à la tête du client. Et c'est là où il y a toute l'injustice sociale dans la façon de traiter les salariés aujourd'hui. Pour vous, un Or, télétravailleur, c'est quelqu'un qui travaille chez lui ou dans un télécentre? je m'en fous. D'accord. Complètement, je m'en fiche où il travaille, à partir du moment où le respect du contrat est là, c'est-à-dire que l'employeur a défini avec lui le lieu. Et ça peut être des lieux multiples. Regardez par exemple l'accord de Renault qui connaît un succès assez extraordinaire, puisqu'ils sont quand même à 1500 télétravailleurs aujourd'hui. Et notamment, le chiffre a bougé lorsque Renault a accepté qu'au-delà du domicile principal, il y ait également la résidence secondaire qui puisse servir pour le Vous télétravail. évoquez beaucoup. Il faut sortir, excusez-moi là, D'accord. il faut sortir des stéréotypes, des idées arrêtées et vraiment, je ne veux pas être vulgaire, mais un peu imbécile, de dire on télétravaille pas le mercredi parce que c'est le jour des enfants, pas le vendredi parce que c'est avant le week-end, pas le lundi parce que c'est après le week-end. Mais tout ça, ce sont des bêtises. La plus petite entreprise que vous ayez accompagnée, quelle taille? Alors franchement, moi je travaille beaucoup plus, j'allais dire, comme Gilles tout à l'heure, et je voulais revenir sur ce point dans les très grandes, D'accord. que ce soit administration C'est dommage, ou non? Ou entreprise. c'est normal de commencer par Je- cette population? Alors, je ne pense pas que ce soit anormal. Il y a un programme, je trouve dommage que la DG6 ne l'ait pas souligné tout à l'heure, et Xavier pourra en parler puisque son département est un département pilote. Et malheureusement, moi j'avais essayé de pousser l'idée auprès de la DG6 de la Picardie, mais il n'y a pas un seul interlocuteur, excusez-moi Monsieur Rome, mais c'était il y a près d'un an, tout comme le CNFPT qui avait voulu... Oui, de l'Oise, mais l'Oise fait partie de la Picardie. Et il y a un an, le CNFPT avait voulu monter une manifestation d'information sur le télétravail. Il n'y a aucun interlocuteur institutionnel qui a donné suite. Donc D'accord. on a encore beaucoup de choses, comme on disait, d'évangélisation à faire. Et dans les entreprises, dans les grandes entreprises, là où le basculement va se faire, c'est lorsqu'on commencera à avoir un volume. Et lorsque ces grandes entreprises auront fait le pas que soulignait Gilles Babinet tout à l'heure, d'aller au-delà dans la numérisation de leurs processus et la dématérialisation de leurs processus qui permettra tout simplement que des télétravailleurs puissent exister. Ça marche. Aujourd'hui, on se heurte très souvent à des limites de possibilités de télétravail dans ces grandes entreprises, tout simplement parce que les processus ne sont pas suffisamment dématérialisés et sécurisés. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Vous avez un projet, et ce serait sur quoi? Quel angle de cette Le problématique? management. Le management, d'accord. Cédric Verpeau, on vous confie, c'est bien la folie, l'utopie, c'est bien aussi la sagesse. La Caisse des dépôts, dans sa sagesse, va faire la conclusion de cette matinée. Non, juste pour dire pourquoi on s'intéresse aussi au sujet, au-delà du fait que c'est un sujet de développement durable, c'est un sujet qui intéresse les collectivités. Parce que c'est un sujet d'aménagement du territoire, le télétravail. C'est un sujet, on l'a vu, qui touche le transport, la mobilité. Et je ne sais pas si je fais la conclusion, mais pour donner peut-être une petite grille de lecture aussi aux collectivités et aux élus, il y a peut-être trois typologies de lieux qu'il faut qu'on essaye de faire émerger sur le territoire, mais qui ont peut-être des fonctions un peu différentes. En zone très rurale, on est moins, en tout cas, dans des mouvements pendulaires qu'on retrouve évidemment dans des zones urbaines ou en Île-de-France. En zone rurale, très rurale, le Cantal, par exemple, s'est lancé dans le télétravail il y a un certain nombre d'années. On est plus dans des lieux mixtes où on va avoir un peu de télétravailleurs, un peu de formation, un peu d'accompagnement aux usages du numérique,
avec des modèles économiques à trouver. Alors désolé, je parle de modèle économique, mais je pense que qu'on donne la parole à la Caisse des dépôts, on attend aussi qu'on dise quelque chose là-dessus. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a de l'argent à gagner sur le télétravail, hein. S'il y avait de l'argent à gagner sur les lieux de télétravail, il y aurait déjà des lieux partout en France. Bon. Mais nous, on essaye de trouver de la pérennité dans ces espaces-là. Donc, il y a des espaces sûrement en zone rurale, mais qui seront des espaces mixtes. Il y a des espaces en zone urbaine qui pourront vivre uniquement de télétravailleurs. C'est ceux qu'on essaye de développer en Île-de-France, mais il y a au moins 10 ou 20 grandes agglomérations en France qui sont aussi concernées. Et là, il faut que les collectivités aussi participent. Pourquoi pas mettre à disposition des locaux à des conditions particulières aux entreprises qui veulent venir monter ces lieux de télétravail. Et puis évidemment, il faut un dialogue avec les entreprises parce que 90% des salariés sont d'accord pour faire des télétravails, mais celui qui décide, c'est quand même l'employeur au final. Donc il faut le convaincre. Et puis le troisième point, et on est dans l'Oise, donc je ne pouvais pas ne pas parler de ça, c'est en effet ces mouvements pendulaires. Je crois qu'il y a 90 000 personnes qui chaque jour quittent l'Oise pour aller en Île-de-France. Donc là aussi, ce sont des espaces à imaginer en réseau, mais en coordination avec évidemment les entreprises d'Île-de-France et les autres collectivités d'Île-de-France. Donc voilà, il y a un travail à faire et c'est compliqué parce qu'en effet, c'est un travail qui implique les collectivités, les entreprises et les salariés. Vous savez que les applaudissements sont liés à une chose. On aimerait vous taper dans le dos et vous remercier, mais comme ce n'est pas possible, les gens se contentent de claquer dans leurs mains et c'est ce que je vous propose de recevoir. Merci, bon retour. On accueille tout de suite, venez messieurs, Christophe Houtier.